Donc, on organise ce matin, dans le cadre du collectif Transition, Financement et Territoire, dont vous voyez les différents partenaires sur la slide, un webinaire dédié au financement participatif et territoire, un levier pour les projets locaux. Moi, je suis Florence de Maupoux, donc je suis déléguée générale adjointe d'une association qui s'appelle France FinTech et qui vise à fédérer tous les acteurs de la finance innovante en France. Donc, on a 350 membres qui opèrent aussi bien dans les paiements, le financement, la banque, la gestion d'actifs, l'assurance, etc. Et donc, l'objectif de l'association est de promouvoir le secteur de la finance innovante, de permettre aux acteurs de se rencontrer, se connaître et mettre en place des bonnes pratiques et d'être un peu le porte-parole de ces acteurs-là auprès des pouvoirs publics, des autorités réglementaires, etc. Et donc, les acteurs du financement participatif, les plateformes de crowdfunding, sont des membres de l'association. Et donc, à ce titre, je me permets de faire une très brève introduction sur ce qu'est le financement participatif, euh, pour juste un peu poser le décor pour ceux qui ne connaîtraient pas encore trop cet outil de financement. Donc, financement participatif, c'est la traduction pas littérale en anglais de crowdfunding, donc crowd pour la foule, funding pour le financement. Et donc, c'est un outil de collecte de fonds qui est opéré via une plateforme Internet et qui permet à un ensemble de contributeurs de choisir de financer un projet de manière directe et traçable via la plateforme Internet et donc d'affecter une partie de son épargne à un projet identifié sur cette plateforme. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 plateformes de financement participatif en France qui sont sur différents métiers, différentes typologies de projets, etc. Et donc, on, on distingue trois grands types de financement dans le financement participatif. Le financement participatif en don, qui est l'outil le plus populaire, le plus connu. Donc, on va avoir des projets qui vont solliciter des dons avec récompense, avec une petite contrepartie non financière en échange du don, ou des projets sans contrepartie. Donc là, on va plutôt être sur des projets associatifs. Et donc, ça peut permettre, en fonction du statut du porteur de projet, de bénéficier d'un reçu fiscal. Et on a aussi dans cette typologie de don, ce qui n'est pas vraiment du don, mais ce qui va s'apparenter plus à de la prévente. Et donc là, le porteur de projet va, euh, souvent très en amont du lancement de son projet, va pré-commercialiser le produit ou le service qu'il souhaite offrir aux participants, aux contributeurs. Et donc, la contribution est moins symbolique puisqu'elle va être le produit ou le service qui va être commercialisé par la suite. Donc ça, c'est la première typologie de projet en financement participatif. Ensuite, vous avez des projets en prêt. Alors, il y a du prêt non rémunéré. Enfin, le fait est qu'en France, il y a assez peu de plateformes qui proposent des projets en prêt non rémunéré. Vous allez avoir du prêt rémunéré ou du prêt en obligation. Donc là, évidemment, on est sur une typologie de projet avec un retour sur investissement et donc des projets un peu plus matures qui permettent aux porteurs de projets de rembourser le contributeur et souvent donc avec un intérêt. Et troisième typologie de projet, ça va être l'investissement. Donc là, c'est une entreprise qui vient, donc start-up ou entreprise un peu plus mature, hein, qui vient lever des fonds en capital sur la plateforme de financement participatif. Et donc, le contributeur devient actionnaire de l'entreprise avec des tickets parfois très petits, hein. Ça peut commencer à 50 euros, 100 euros. Et donc, l'idée étant de démocratiser l'investissement et de permettre aux citoyens de devenir voilà, actionnaires et de prendre des parts dans le capital d'une entreprise. Et on a aussi un peu des plateformes qui proposent du royalties, où là, c'est un peu le même principe, mais l'entreprise ne va pas diluer son capital, elle va rétribuer l'investisseur sur son chiffre d'affaires. Le royalty, c'est une rémunération sur le chiffre d'affaires prévisionnel de l'entreprise.
Voilà pour poser un peu le cadre et la variété des typologies de financement quand on parle du crowdfunding pour que vous ayez un peu le- voilà, la vision globale de ce que peut être le financement participatif. Je vais tout de suite laisser la parole à Laura de Bordeaux Métropole. Euh, alors, malheureusement, Laura est disponible que jusqu'à 9h30. Donc, en fait, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec un exemple très concret de comment est-ce qu'une collectivité territoriale a pu s'approprier le financement participatif. Et puis, on abordera après le fonctionnement du financement participatif pour les projets territoriaux avec J'adopte un projet et Collecticity. Mais voilà, mais du coup, tout ça pour expliquer que, étant donné les contraintes d'agenda des intervenants autour de la table, on a décidé voilà, de mettre tout de suite le projet très concret avec Bordeaux Métropole. Et si vous avez des questions à poser à Laura, n'hésitez pas à le faire dans le chat. On essaiera de les prendre soit au fil de l'eau, soit avant enfin, en tout cas à la fin de son intervention, puisqu'elle devra nous laisser à 9h30. Voilà, Laura, je vous Super. laisse la main Ouais, et n'hésitez merci. pas, j'ai la main sur les slides, n'hésitez pas à m'indiquer si je ne passe pas à la slide suivante dans les temps. Super, merci beaucoup et je suis navrée effectivement de devoir vous quitter très vite, mais je vous remercie d'avoir adapté un petit peu le programme. Bonjour à toutes et tous et en plus vous avez été d'une efficacité redoutable, donc je commence avant l'heure qui m'était attribuée, ce qui nous autorisera, je pense, à prendre quelques questions, ce qui est quand même aussi le plus intéressant dans ce type d'échange. Donc, je vais vous faire un petit chapeau de ce qu'est la mission mécénat de Bordeaux Métropole dans sa globalité avant d'en venir plus précisément à ce qu'on fait en termes de financement participatif. Donc, depuis 2016, Bordeaux Métropole a fait le choix de créer en interne de ses services une mission mécénat qui est intégrée à sa direction générale des finances. À l'époque, on était tout à fait pionnier en la matière, hein. On était le seul établissement public de coopération intercommunale à faire ce choix de positionner une mission mécénat non seulement en interne, mais à cette échelle-là de territoire. Bordeaux Métropole, ce sont 28 communes, dont 9 qui ont transféré, mutualisé cette compétence avec la métropole. Donc notre particularité, nous sommes deux au sein de la mission mécénat, c'est d'intervenir non seulement pour des projets qui sont directement portés par la métropole, mais aussi, on va dire un petit peu comme si on était un prestataire de service pour les communes, les fameuses 9 communes qui ont fait le choix de partager cette compétence avec la métropole. Et parmi ces communes, il y a entre autres la ville de Bordeaux. Notre mission, c'est bien de développer le mécénat sous toutes ses formes sur le territoire, ce qui nous amène à nous intéresser bien sûr au mécénat d'entreprise, mais aussi, et c'est ce qui fait notre particularité, au mécénat citoyen qu'on traite à travers le financement participatif. Je vais vous en dire un petit peu plus à ce sujet-là quand je vous aurai brossé vraiment le tableau complet de ce qu'on fait. Pour vous donner quelques chiffres, ça vous permettra de visualiser un peu ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous avons à peu près 300 entreprises mécènes autour de plusieurs dizaines, voire maintenant centaines de projets soutenus de tout type et de toute taille. On a des projets qui peuvent être culturels, patrimoniaux, de l'ordre du développement durable, de l'écologie, des projets de solidarité, de l'événementiel du fonctionnement, mais aussi de l'investissement. Et puis, on peut très bien travailler sur des projets à la recherche de quelques milliers d'euros, sur des projets de bien plus grande ampleur, où on va chercher plusieurs centaines de milliers d'euros de financement sous forme de mécénat. Nous avons lancé la démarche de financement participatif en 2018, en tâtonnant un petit peu, puisque là aussi, on était assez pionniers en termes de collectivité territoriale. Et notre intuition, c'était de se dire qu'on pouvait véritablement venir fédérer une communauté de citoyens donateurs autour des projets de nos collectivités. Ce qu'on observait beaucoup, c'est qu'il y avait de manière sporadique sur le territoire des collectes en financement participatif portées par les collectivités territoriales, mais très peu d'organisations et surtout, sans doute une perte en ligne. Et notre pari, ça a été de se dire que si on mutualisait aussi au niveau de la métropole
cet élément-là, en venant proposer le même outil de financement participatif pour l'ensemble des interlocuteurs, on allait réussir à terme à fédérer et fidéliser une communauté de donateurs qui serait susceptible de circuler de projet en projet et donc de commune en commune sur notre territoire. On a fait ce pari en fait de jouer ensemble cette carte et pas les uns contre les autres, ce qu'on peut parfois trouver. Alors en termes de financement participatif, je ne sais pas si c'est la même chose qu'en termes de mécénat, mais souvent, on décrit beaucoup les logiques de mécénat comme des logiques assez concurrentielles sur un même territoire. On pense que si on est les uns contre les autres, bah, c'est comme ça qu'on va gagner, dans une logique un peu de compétition. Nous, on a fait le pari inverse de se dire, voilà, c'est ensemble qu'on va créer une communauté de donateurs fidèles qui va grandir au fur et à mesure des projets et de leur diversité et qu'on pourra la faire circuler de territoire en territoire et de projet en projet. Et ça a très bien fonctionné puisque depuis 2018, on a à peu près 2000 donateurs dans cette communauté et on peut tout à fait très bien vérifier que on a un donateur, je vais caricaturer, mais on peut avoir un donateur bordelais installé à Bordeaux qui a donné d'abord sur 3 projets bordelais qui en fait va se fidéliser à travers toute l'animation de réseau qu'on fait et dont je vais vous parler un petit peu ensuite et trouver de l'intérêt à aller donner sur un autre projet qui serait aussi culturel mais sur la ville de Bègle par exemple ou même sur une toute petite commune comme Ambarès et la Grave qui récemment a lancé un projet d'orchestre à l'école qu'on n'aurait jamais pu soutenir en soi si on n'avait pas avant réussi à créer cette communauté de donateurs qui circule de projet en projet. Donc on est vraiment sur une logique de mutualisation totale de ce qu'on fait, c'est-à-dire on a mutualisé la compétence et l'expertise, on a mutualisé l'outil puisqu'on a une seule plateforme pour l'ensemble des communes de la métropole, qui aujourd'hui est J'adopte un projet, mais qui par le passé a été KissKissBankBank, et qui nous permet aussi d'avoir cette communauté mutualisée de donateurs fidèles. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que dans les 3 types de mécénat, enfin pardon, dans les 3 types de financement participatif que tu as décrit, Florence, nous, à Bordeaux Métropole, on est vraiment que sur le financement participatif sous forme de dons et en plus sous forme de mécénat. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la prévente, on est vraiment sur du don avec des contreparties dans le cadre de la loi Aillagon. Ça, c'est important. Ce qui est peut-être aussi intéressant de vous partager, c'est effectivement cette dynamique d'animation de ce réseau de donateurs que nous avons mis en place et qui, à mon sens, est la dynamique gagnante en matière de fidélisation des donateurs. Et c'est ce qui fait qu'on arrive dans le temps à tenir, parce que le plus difficile en collectivité sur le financement participatif et plus globalement sur le mécénat, c'est vraiment de tenir dans la durée, de ne pas être que sur des projets one-shot. Donc là, c'est une mission qui a plus de 10 ans maintenant. Donc l'idée pour nous, c'était de venir proposer à nos donateurs une petite programmation événementielle qui leur permettait non seulement de pouvoir se retrouver, discuter, parce que les donateurs, ils sont derrière leur écran. Donc, si on leur donne pas du concret pour se rencontrer, ils se rencontrent rarement. Donc, on les brasse à la fois projets, on brasse les projets, on brasse les communes en venant leur proposer à tous des petits événements de manière trimestrielle. Donc, on a un événement par trimestre. Ça leur permet de se rencontrer. Nous, ça nous permet de les rencontrer aussi, c'est-à-dire on va au-delà de l'écran. Et puis, ça leur permet de venir au contact des projets. Alors, ça leur permet de venir au contact des projets qu'ils ont financés. Ça, c'est une priorité. Mais ça leur permet aussi de venir au contact de projets prioritaires pour la métropole ou de projets phares de la métropole. Qu'ils peuvent comme ça connaître. Et notre ambition aussi, en tant que métropole un peu lointaine du citoyen, parce que souvent le citoyen identifie assez bien sa commune et les compétences de sa commune, mais un peu moins bien ce que fait sa métropole. Donc pour nous, à travers le financement participatif, c'était aussi cet outil qui nous permettait de démystifier la métropole, de venir expliquer ce que nous faisions. Et oui, c'est ça, quelque part de rendre la métropole accessible aussi. Donc, en leur proposant ces petits événements trimestriellement, on leur donne aussi accès à cette vie métropolitaine de l'intérieur, aux grands projets. Donc, par exemple, ils viennent sur des visites de chantier, ils peuvent venir
des visites de chantier qui, par ailleurs, n'ont rien à voir avec des projets qui ont été mis en financement participatif, mais sont des grands projets pour la métropole. Ils peuvent venir sur l'accueil d'une œuvre qui a été acquise dans un musée par le financement participatif. Voilà, ça nous permet de fédérer cette communauté, de la faire vivre, même quand nous n'avons pas de projet à financer, parce qu'on n'a pas tout le temps des projets à financer en financement participatif. En moyenne, hors période pré- et post-électorale qui sont un peu complexes, on a 2-3 projets de financement participatif par an sur le territoire de la métropole. C'est une volonté de notre part de ne pas aller au-delà, c'est-à-dire qu'on sait aussi que le territoire est capable d'absorber cette quantité-là de sollicitations. Et puis, on sait aussi que c'est ce qui nous permet de faire grandir petit à petit la communauté de donateurs en allant proposer des projets qui sont diversifiés. C'est-à-dire pas tout le temps justement des collectes pour aller acquérir des œuvres pour des musées. Ça peut être une collecte pour aller favoriser la plantation d'arbres sur un territoire. Ça peut être une collecte pour permettre à des jeunes d'embarquer sur des bateaux dans le cadre d'une course de grand voilier. L'idée, c'est qu'on ait une diversité de propositions sur une même année pour aussi faire en sorte que les projets, encore une fois, ne se fassent pas concurrence. C'est vraiment notre objectif premier. Peut-être qu'on peut faire une petite pause et prendre quelques questions. Qu'est-ce que vous en pensez, Michael et Florence? Ouais. Eh ben, très bien. Je Alors, il vois y a qu'il y en deux a questions. quelques-unes. Oui, une question qui a été posée. Quelles sont les relations entre la mission mécénat et... Oula, pardon. Et Bordeaux. Il y a eu une autre question Bordeaux que je... Mécène Solidaire, j'imagine. C'est ça, exactement. Ouais, Voilà, j'avais perdu le ok. fil. Donc Bordeaux Mécène Solidaire, c'est un fonds de dotation qui a été créé il y a un peu plus d'une dizaine d'années sous une mandature d'Alain Juppé par le Crédit municipal de la ville de Bordeaux et le CCAS, avec une vocation extrêmement précise qui consiste à collecter du mécénat d'entreprises sur le territoire pour venir financer non pas des projets de la collectivité, ça c'est vraiment la grosse différence entre nous et eux, mais des projets d'associations sur le territoire. Donc ils collectent à travers les entreprises locales et ils reversent à travers un appel à projet sur des projets vraiment leur thématique phare, leur thématique d'action, c'est le SS. Donc les liens, ce sont des liens étroits au sens où notre priorité, c'est vraiment de ne pas se faire concurrence encore une fois, c'est-à-dire que Bordeaux Métropole n'intervient pas sur le SS. Toute notre démarche de mécénat, on va intervenir sur vraiment tout type de projet, sauf le SS, parce que le SS sur le territoire, c'est Bordeaux Mécène Solidaire et ça c'est voilà, c'est un aspect qu'on leur laisse. Et puis on est vraiment complémentaires parce que nous à Bordeaux Métropole, on a vocation à aider les communes et la métropole à rechercher des financements sur ces projets et Bordeaux Mécène Solidaire a vocation à venir soutenir des associations. Voilà. Ok, très clair. Quelqu'un a demandé si vous pouviez répéter le nom de la loi qui encadre les projets que vous proposez. Alors, sur le mécénat, on est sur la loi Ayagon de 2003. C'est la loi sur le mécénat et sur les fondations. Et après, sur le fait que les collectivités puissent se saisir du financement participatif, il y a un décret de 2015 dont j'ai pas tout l'intitulé en tête, mais peut-être que Justine pourra venir à mon secours. Mais voilà, c'est un décret de 2015 qui autorise les collectivités territoriales et leurs établissements publics à se saisir de ce dispositif. Et j'ai vu qu'il y avait une question sur les volumes financiers. Donc, tout type de mécénat compris, à la fois entreprise, particulier et tout type de mécénat d'entreprise, nature, financier, compétences. On est aujourd'hui depuis la dizaine d'années d'existence, sur 13 millions d'euros collectés. Et avec une part de financement participatif à 300 000 euros. Super, merci. Et une autre question. Bordeaux Métropole est très engagée en matière de démocratie participative, avec notamment des conventions citoyennes locales. Y a-t-il une articulation entre cette démarche de financement participatif et la démarche globale de démocratie participative? Alors, effectivement, il y a une articulation. On va dire que pour l'instant, on est plutôt nous sur comment on arrive à s'ancrer dans cette grande dynamique-là, à rendre compte, à faire savoir, à faire connaître ce que l'on fait. C'est plutôt de cette manière-là qu'on est intégré dans ce dispositif. L'équipe de Laura est composée de 2 agents.
Une grosse équipe de 2 agents. Voilà, c'est ça. Euh, Et puis j'ai vu passer donc la métropole de Bordeaux, c'est presque 1 million d'habitants. Et puis Bordeaux Métropole, si vous êtes en termes de nombre d'agents, j'ai vu qu'il y avait cette question. Si on prend les agents qui sont aussi mutualisés avec la ville de Bordeaux, on est le premier employeur avec le CHU, hein, on est sur 8000 personnes. d'accord. Alors, Michael demande s'il y a un élu qui suit le dossier, qui est désigné pour suivre Oui, tout à le fait. En dossier. fait, c'est l'élu qui est référent sur la direction à laquelle on appartient. Donc, c'est le vice-président aux finances. Aujourd'hui maire de Talence, Emmanuel Salaberry. Et Merci. en Alors, les langues se dénouent, il y a plein de questions. Euh, alors, d'une manière générale, pensez-vous qu'un financement participatif, quel qu'il soit, puisse s'envisager sur un territoire rural sans grand pôle économique? Ce sera Oui, peut-être bien sûr. déroulé Oui, bien aussi sûr. par Justine Oui, oui. et- Oui, alors il y a pas mal d'exemples en la matière et on en a sur le territoire de Bordeaux Métropole. Alors, peut-être qu'il faudra mettre un petit bémol, enfin, et Justine pourra compléter, parce que moi j'ai surtout une vision où j'observe que ces territoires-là ont encore l'habitude d'aller sur des collectes plutôt sur des aspects patrimoniaux. Donc pour des projets de rénovation, de petits patrimoines rural, petit ou grand d'ailleurs, et leur réflexe, qui est sans doute aussi favorisé par le fait que la Fondation du patrimoine est extrêmement proactive en direction de ces élus-là, leur réflexe, c'est d'aller plutôt vers la Fondation du patrimoine pour aller lancer des souscriptions publiques. Néanmoins, elles sont souvent à succès, vraiment. C'est-à-dire que il y a un tel attachement, il y a une telle identité le plus souvent sur ces territoires, et puis les patrimoines en question sont très connus, il y a une grosse notoriété même si elle est très locale, que ça fonctionne très bien. Mais de ma fenêtre, j'ai l'impression qu'ils sont très axés souscription publique encore aujourd'hui, malgré les autres outils qui s'offrent à eux. Merci. Et puis effectivement, Justine et Jean-Baptiste pourront compléter sur cette question-là. Et une dernière question peut-être avant de que vous repreniez la main. La loi vous permet-elle de faire directement les rescrits fiscaux aux mécènes? Les reçus fiscaux, oui, tout à fait. Les collectivités territoriales, les établissements publics territoriaux, l'État, les CHU sont éligibles au mécénat. Donc, effectivement, nous pouvons émettre des reçus fiscaux et donc les donateurs, qu'ils soient des entreprises ou des particuliers, bénéficient de l'avantage fiscal lié au mécénat pour peu, bien sûr, que le projet corresponde aux critères d'éligibilité du mécénat et pour peu aussi que les contreparties que l'on propose, aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises, rentrent dans ce cadre légal-là. C'est-à-dire que les contreparties ne doivent être ni publicitaires ni commerciales, et puis limitées, et ça fait toujours grand débat, mais à 25% du montant du don maximum. Et on sait que pour les particuliers, en termes de financement participatif, on est encore plus contraint, puisqu'on a une limite forfaitaire qui évolue assez régulièrement. Donc là, cette année, je ne sais plus si c'est 73 ou 76 euros, mais 73, il me semble. 73, voilà, merci. Et donc, ça limite considérablement ce qu'on peut faire en termes de contrepartie matérielle. Nous, on essaye d'être plutôt innovant sur ce qu'on est capable de leur proposer en contrepartie expérientielle, qui leur permettent pardon, de venir au contact du projet. Pour vous donner quelques exemples, dans le cadre du grand projet, le dernier qu'on a porté vraiment Bordeaux Métropole, c'était Devenez jardinier mécène. C'était dans le cadre d'un programme qui à la métropole s'appelle Plantons 1 million d'arbres. Euh, et dans le cadre de ce financement participatif qui proposait aux citoyens de planter des arbres, d'être associés à la plantation d'arbres sur le territoire, on leur a proposé bien de venir très concrètement participer à des plantations participatives. On leur a proposé, au-delà de ça, de venir participer à des sessions d'arrosage, de venir participer à des visites de chantiers de grandes plantations. Voilà, plutôt des contreparties expérientielles qui du coup nous
nous, en termes de coût de revient, c'est uniquement du temps homme pour les agents de la métropole. Et du coup, on est capable, voilà, d'être assez inventif en la matière, de proposer des choses que les personnes ont à cœur de faire. On avait, par exemple, aussi proposé de participer à une plantation intergénérationnelle où les grands-parents pouvaient venir avec leurs petits-enfants ou avec de jeunes enfants. Donc, dans cette idée de aussi euh, essayer d'avoir des contreparties qui nous permettent d'élargir notre public de donateurs. Voilà. Quand on lance ce type de contrepartie intergénérationnelle, on sait qu'on va pas, elle sera pas forcément choisie par 150 personnes. Mais l'idée pour nous, c'est voilà, petit à petit, d'amener un nouveau public, un public qui serait pas allé forcément sur le financement participatif, peut-être qui serait plutôt allé sur le site de la Fondation du patrimoine, à soutenir nos projets à travers ces outils-là. Super, super clair. J'ai cliqué sur le lien du coup sur votre page. Alors, est-ce que la page est bien partagée? Oui. Oui, Vous voyez, oui, vous voyez la page du coup de Bordeaux Métropole avec les projets qui ont pu être financés. Euh, oui, donc vous voyez bien Devenez jardinier mécène que vous avez là sur la droite. L'oiseau euphorique, c'est une restauration d'œuvres au musée de la création franche de la ville de Bègle, hein, qui est un très beau musée d'art brut, un des seuls musées publics d'art brut en France. Une très belle collecte, une plus petite collecte, mais qui a été un très beau succès pour une justement très petite commune de la métropole. Soutenez les orchestres à l'école, donc je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure, de la commune d'Ambarès-et-Lagrave. Et puis vous voyez des collectes un peu plus anciennes qui avaient été lancées vraiment sur la période du confinement. Vous voyez les fonds de solidarité qu'on a pu lancer aussi sur des gros orages de grêle pour les sinistrés des toutes petites communes aussi là du Taillan-Médoc. Les fonds d'urgence du confinement qui là avaient vocation à venir pour le coup il s'agit des seules collectes qu'on a lancées et qui ont été au bénéfice d'associations et pas directement des collectivités. Donc des collectes qui avaient été lancées pour des associations qui venaient en aide aux personnes les plus démunies pendant le confinement. Donc très concrètement, c'était beaucoup les Restos du Cœur, le Secours populaire qui avaient été financés avec les contributions. Que alors, faites-vous des surplus de contributions? Les surplus de contributions, donc on prévoit toujours qu'on va faire mieux que ce qu'on a fixé comme objectif. On est plutôt optimiste et donc on a toujours sur nos pages, il y a toujours le projet à minima et puis les petits plus qu'on va pouvoir faire avec. Donc je vous invite à aller regarder. Vous pourrez souvent on fonctionnait aussi par palier d'objectifs, donc vous pouvez aller Mhm. regarder ce que chaque palier permettait de financer. oui, j'ai mis le lien vers cette page avec tous les projets de Bordeaux Métropole dans le chat, donc comme ça vous pourrez explorer un peu comment voilà comment sont organisées les campagnes et puis quels sont les différents paliers. Mhm. Et là on voit effectivement les différents paliers que vous avez mis en place. Mhm. Je peux me permettre, excuse-moi Florence, est-ce que, il est possible de financer de l'ingénierie d'animation? Alors, est-ce que je peux vous demander de préciser votre question? Je vais lire la question exacte, c'est est-ce qu'on peut envisager ou autoriser en fait qu'une part des dons puisse être utilisée pour financer des moyens humains associés à l'animation de la démarche ou du projet? Euh, Légalement, rien ne l'interdit. Maintenant, l'idée, c'est d'être totalement transparent là-dessus, je pense, dans la page de collecte, et d'expliquer que c'est une partie intégrante du projet, que sans l'animation, le projet ne peut pas fonctionner et que donc sans la RH qui recrute, ça ne peut pas fonctionner. Je vois pas de difficulté. Je pense que si c'est expliqué, c'est totalement compréhensible et entendable de la part des donateurs. Et dans le cadre légal de la loi Ayagon, rien ne vous interdit d'aller financer du fonctionnement, même sur de la RH. Mhm. Euh, il y a une autre question, comment cela se passe avec les subventions sollicitées si on perçoit plus que prévu en mécénat et que la collectivité, dans le, dans le cas idéal, dépasse les 80% du projet? Alors, on n'a pas de plafond de financement d'un projet en matière de mécénat, contrairement aux subventions. Légalement, on peut financer un projet à 100% sur du mécénat. Voilà, je ne sais pas si c'était ça la question, mais et comme le mécénat vient abonder la part finalement de fonds propres de la collectivité, ça change pas le plafond légal pour les subventions en fait.
Ok, très bien. Et peut-être, je vois qu'il est 31, donc j'imagine Ouais. que vous allez Une petite devoir nous... dernière. Une petite dernière, comment avez-vous choisi cette plateforme et comment l'avez-vous fait connaître aux donateurs de la métropole? Comment nous avons choisi cette plateforme? Le financement participatif pour Bordeaux Métropole, est, un champ concurrentiel, ce qui, nous a amenés à, devoir lancer, une procédure de consultation, donc un marché. Donc le prestataire a été, retenu par voie de marché et pour avoir eu la chance de rédiger le cahier des charges 3 fois de suite depuis 10 ans, c'est une épreuve. Ça a dû être une épreuve pour Justine aussi, de répondre au marché. Donc avec des éléments de cahier des charges très précis, en matière de sécurité informatique de la plateforme, avec de grosses exigences de la part de Bordeaux Métropole. Ce qui se comprend, parce que ce qui, il y a quelques années, j'arrivais pas du tout à comprendre, mais que je comprends très bien aujourd'hui quand je vois à quel point tous les sites, dans tous les sens, se font hacker, en permanence. Donc, en fait, il y a un véritable enjeu, puisqu'on est sur de la donnée publique, sur des paiements en ligne et puis on manipule aussi de la donnée personnelle, même si elle est pas sensible, c'est pas des données de santé, enfin voilà, mais il y a aussi tout un aspect, gestion des données personnelles qui, était très important dans cette procédure de consultation. Donc tout simplement, voilà, ça a été une mise en concurrence. Les premières années, on a eu de très nombreux candidats. Et puis, petit à petit, sans doute parce que le dossier à remplir pour candidater s'épaississait, de moins en moins de candidats. Mais, qu'est-ce qui a, motivé notre choix? Le plus souvent, ce sont vraiment, la diversité des fonctionnalités de la plateforme qu'on va regarder, c'est-à-dire tout ce qu'elle nous permet de mettre en place. Quand on rentre dans le détail, est-ce qu'on est capable de faire des ventes privées? Alors, c'est pas des ventes privées en mécénat, mais est-ce qu'on est capable d'ouvrir de manière privilégiée une pré-collecte à un sérail de donateurs, parce que nous, on le fait systématiquement maintenant pour nos donateurs fidèles, d'avoir cette petite dynamique-là. Et puis, bien sûr, bah, tous ces aspects de sécurité informatique, de traitement RGPD, l'ergonomie de la plateforme est regardée aussi. Et puis, le type de projet qu'on peut y trouver, l'éthique de la plateforme, voilà, ça a été les principaux critères de choix. Merci beaucoup. Et je précise, enfin, j'en profite effectivement pour préciser que le financement participatif, c'est un outil réglementé mais peut-être on y reviendra avec Justine et Jean-Baptiste, mais effectivement, hein, on est sur des plateformes qui doivent être immatriculées en tant qu'intermédiaires en financement participatif auprès de l'ORIAS, qui est le registre des banques et des assurances, et qui ont, les plateformes ont du coup des obligations quand elles font du don ou du prêt non rémunéré, d'être IFP donc et avec des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, etc. De gestion des risques. Voilà, on est sur Internet avec tous les biais que ça peut amener aussi et donc toutes les contraintes de conformité et de bonne pratique à mettre en place. Merci à Merci vous. beaucoup, Laura. Euh, je vois qu'il y a une longue question sur les subventions dans le chat. Si vous avez 2 minutes pour y répondre, mais je propose de passer la main du coup à Justine pour continuer la présentation. Merci, au revoir à tout le monde. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Oui, et je vais moi-même passer la main à Jean-Baptiste de Ah, Collecticity pour cette étape. Merci, bonjour à toutes et tous. Jean-Baptiste, je travaille au sein de Collecticity. J'accompagne donc les collectivités dans la mise en œuvre de nos différentes solutions de financement, dont le financement participatif. Et donc l'objet de mon intervention, dont je remercie Florence pour cette invitation, c'est voilà, de pouvoir vous présenter les grandes valeurs ajoutées de la collecte de dons, même si on a déjà au travers de l'intervention de Bordeaux Métropole, déjà pu observer un certain nombre de valeurs ajoutées sur le don, mais également de pouvoir vous présenter le prêt participatif, hein, qui est aujourd'hui effectivement plutôt nouveau par rapport au don. Le cadre réglementaire a pu être apposé que depuis voilà, quelques années, donc pouvoir vous faire apparaître ces différentes valeurs ajoutées. Le choix de la plateforme également qu'on a pu évoquer, tant sur le plan réglementaire, mais aussi sur l'accompagnement.
comment diffuser aussi ces actions sur le territoire. Peut-être également vous montrer quelques projets qu'on a pu accompagner. Et puis en dernière slide, je reviendrai aussi sur voilà, un aspect un peu innovant qu'on a pu apporter au financement participatif avec de nouveaux partenaires qui peuvent appuyer du financement participatif. Donc effectivement, aujourd'hui, les collectivités peuvent mobiliser plus ou moins largement le territoire autour de leurs projets de différentes solutions de financement. Donc vous avez effectivement la collecte de dons, donc avec en première valeur ajoutée qui est financière, c'est de pouvoir compléter vos subventions. Alors, comme évoqué, ça ne restreint pas les subventions que vous obtenez. La collecte de dons et les dons sont associés en fait à de l'autofinancement. Donc, vous pouvez financer même les 20% de reste à charge dans le cas de figure où vous avez 80% de subvention pour atteindre 100% d'un projet et même aller au-delà, comme Bordeaux peut le faire et comme nous le faisons également avec des collectivités, c'est-à-dire d'avoir des objectifs plus ambitieux par rapport à un projet, d'aller au-delà de ce qui était prévu et on va dire, de compléter certaines actions. Je prends un exemple, un espace de sport intergénérationnel. La collectivité prévoit 10 agrès, 60% de subventions, on va apporter 40% de collecte de dons, mais on voit que le territoire et que le territoire s'engage et qu'on a plus de dons que prévu, on va aller au-delà et aller mettre 11, 12, 13, 14 agrès euh, en plus de ceux évoqués. Donc c'est effectivement une solution financière qui permet de réaliser le projet mais aussi d'aller au-delà. Alors en impliquant sur le don, on va dire, de notre expérience au niveau des citoyens, des particuliers, plutôt des personnes, des citoyens proches du projet ou de leur territoire. Dans le cas de figure d'un projet sportif, on va plutôt avoir des familles qui ont des enfants et qui vont sur ces infrastructures sportives ou des pratiquants de sport. Donc on va plutôt impliquer on va dire une communauté assez proche des projets, avec un message qui peut être effectivement de pouvoir accompagner la collectivité et de permettre une certaine forme de fléchage de son imposition au travers de la réduction d'impôts sur le local et au travers de projets qui me font sens. Effectivement, sur un don de 1000 euros, par exemple, je vais défiscaliser en tant que particulier 660 euros. Au lieu de les verser à l'État français, je les ai sous forme de réduction pour permettre un projet du territoire. Donc c'est une certaine forme de fléchage de l'imposition. Euh, et également, le don est aussi une très belle opportunité pour les collectivités de développer du lien auprès d'acteurs économiques. On a pu le voir aussi au travers de Bordeaux Métropole, en fonction des chiffres qui ont pu être évoqués, on voit qu'une grande part des financements proviennent d'acteurs économiques qui sont pour la plupart déjà habitués à faire du mécénat au travers de différentes structures, des associations, des clubs sportifs, le Rotary Club. L'idée, c'est que les collectivités puissent se saisir aussi de ce levier en proposant aux entreprises qu'elles recherchent au travers de cette action, c'est-à-dire d'une part une réduction d'impôt sur les sociétés qui est de 60%, mais également d'exister, d'être visible autour de thématiques. Prenons l'exemple, Decathlon peut être intéressé de financer le projet d'une collectivité, d'une infrastructure sportive, qu'elle soit une commune ou une collectivité de plusieurs centaines de milliers d'habitants, comme une commune de 200, 300 habitants, comme nous pouvons également les accompagner. Donc, c'est de pouvoir leur proposer justement ce qu'elles recherchent et ce qu'elles font dans cette logique d'exister sur un territoire, de valoriser leur image. Et nous, on le voit sur notre plateforme, à peu près 75% des montants collectés proviennent d'entreprises et d'acteurs économiques locaux qui effectivement souhaitent accompagner leur territoire, développer du relationnel aussi avec les élus locaux et de pouvoir aussi être visible auprès des citoyens comme le financeur ou les financeurs d'une infrastructure qui font sens pour eux.
Donc, vous avez effectivement le don. Alors après, il existe différents, on va dire, petites variantes, hein, comme ça a pu être évoqué en introduction, avec des contreparties ou non, avec un système de prévente, hein. Par exemple, nous, on a pu accompagner l'Opéra de Tours, par exemple, où on a pu aussi accompagner des conservatoires, où l'idée, c'est de prévendre des places en prévision d'organiser un événement et de constituer pour la collectivité une certaine forme de trésorerie pour lancer le projet avec, si vous participez à hauteur de 20 euros, vous avez une entrée qui coûte 20 euros pour le futur spectacle, par exemple. Donc effectivement, il existe plusieurs variantes sur le don, mais on va voir que nous, auprès des collectivités, on est plutôt sur du mécénat, c'est-à-dire don avec réduction fiscale et contrepartie symbolique, comme a pu l'évoquer Bordeaux Métropole sur des contreparties qui restent symboliques, hein. Donc pas plus de 25% du montant du don et dans la limite de 73 euros pour les particuliers. Donc ça, c'est le mécénat ou collecte de dons. Et comme évoqué, aujourd'hui, les collectivités peuvent également faire appel aux prêts participatifs. Donc ici, c'est de développer une certaine forme de circuit court financier et de permettre aux citoyens et aux entreprises de pouvoir épargner dans les projets de sa collectivité, donc tout simplement en prêtant à leur collectivité et en percevant les intérêts qui sont habituellement reversés aux institutions financières qui financent les collectivités historiquement. Donc, c'est effectivement un moyen ici d'impliquer beaucoup plus largement la population, parce qu'ici, on va toucher les personnes proches du projet, mais également celles qui recherchent une épargne qui a du sens, locale, et avec un niveau de risque très mesuré, dans le sens où, quand je prête à une collectivité, c'est associé à de la dette d'État, hein. Donc, on va dire que c'est un des placements les plus sécurisés français, avec le livret A, par exemple. Donc, on est sur une solution qui, en tout cas, permet d'impliquer plus largement que le mécénat, notamment avec cette dimension d'épargne locale et qui donc induit pour la collectivité beaucoup plus de visibilité autour de ses actions et des projets qu'elle porte. Et nous, on le voit, hein, les collectivités qui utilisent cette notion de prêt, en tout cas ce mécanisme de prêt participatif, sont plutôt sur... Bon, déjà, il y a un besoin d'emprunt, hein. Donc ici, au lieu de solliciter les banques, vont plutôt partir sur du prêt participatif, mais qui ont aussi cette volonté d'engager très largement, de vouloir communiquer sur leurs actions, de vouloir peut-être sensibiliser sur des thématiques, de réduire les incivilités, par exemple. Donc ça peut, ce prêt participatif, cette solution permet derrière beaucoup d'apports extra-financiers à la démarche et qui sont induits justement par ce mécanisme. Alors après, sur le don et le prêt, on peut mixer les deux également, hein, pour une collectivité. Et ça d'ailleurs, le choix de la plateforme et son accompagnement est clé, hein, dans ce type de réflexion. Mais la collecte de dons et le prêt peuvent être utilisés conjointement en fonction de vos différents enjeux. Si au travers de ces différentes bulles bleues, vous y retrouvez plusieurs enjeux et qui se mélangent, l'idée c'est de pouvoir mener au sein en tout cas auprès d'un même projet, une politique de mécénat et de prêt participatif, peut-être sur une temporalité qui est un peu différente. Donc effectivement, le choix de la plateforme ici pour vous accompagner est plutôt clé. Une plateforme de financement participatif doit effectivement être régulée, mais est aussi là pour vous accompagner sur la sécurisation réglementaire, le développement et l'élaboration de la communication et des supports, le discours, comment on va communiquer, à qui, le ciblage, la gestion des flux financiers, la gestion contractuelle entre un donateur, un prêteur et sa collectivité, l'assistance aussi aux contributeurs. Donc, le choix de la plateforme est aussi très importante sur le sujet. Et ça, effectivement, comme on a pu l'évoquer en introduction, il en existe beaucoup qui ont des domaines d'intervention, soit de porteurs de projets ou de projets très différents. Donc, vigilance sur ce point-là, de bien être accompagné sur ce côté-là. Donc au niveau des exemples, donc là deux exemples, on va dire très classiques des collectivités.
une collecte de dons sur le patrimoine. Voilà, une collectivité avec qui on a travaillé avait en tout cas des besoins de rénovation, hein, pour la mairie historique de Chilly-Mazarin. Et ici, on a adopté plutôt sur une stratégie auprès des entreprises, sur une campagne qui a duré 3 ou 4 mois, et on a pu mobiliser des entreprises en leur proposant effectivement une réduction fiscale et des contreparties en termes d'associations autour de cette rénovation et du patrimoine. Et puis également un projet ici de prêt participatif, aussi du classique, hein, sur de la transition écologique, où là, une PCI, donc Cœur PIO, souhaitait développer une épargne locale et pouvoir de la même manière financer des projets en lien avec la transition écologique. Sur le côté du prêt participatif, hein, ce qui est intéressant, c'est que les conditions financières, on les établit avec la collectivité. Et donc, ici, on a pu, en tout cas, permettre, hein, sur ce prêt participatif, d'avoir un rendement de 2,5% pour les citoyens, donc un prêt à 2,5% sur 5 ans pour la collectivité, ce qui était assez attractif pour la collectivité et assez attractif pour les citoyens versus l'épargne réglementée. Donc ici, on était, on va dire, dans une relation gagnant-gagnant avec un citoyen qui prête, qui obtient une rémunération plutôt intéressante sur ce type de produit à très faible risque. Et la collectivité, elle, avait des taux plus compétitifs que ce que proposent les acteurs économiques, les acteurs financiers des collectivités aujourd'hui. Donc la plateforme était également aussi à vos côtés pour définir ces conditions de financement pour que citoyens comme collectivités s'y retrouvent dans cette opération. Mais ici, donc, j'ai volontairement pris deux projets qui parlent et qui sont souvent associés soit au don ou au prêt. Mais sachez que tous vos projets, à l'exception des projets en lien avec le maintien de l'ordre, tous vos projets sont éligibles au financement participatif. Et nous, que ce soit sur le prêt ou le don, on a pu accompagner des projets d'aménagement urbain, on a pu accompagner des projets sportifs en lien avec l'éducation, le sport santé, l'environnement, le patrimoine. Donc, beaucoup de projets s'y prêtent. L'idée, c'est de définir derrière une stratégie de communication pour toucher les bonnes personnes, mais tout projet peut s'y prêter, que ce soit sur du mécénat ou du prêt participatif. Et donc pour finir, je me suis permis voilà, de pouvoir vous apporter ce volet-là qui est dans la lignée, si vous voulez, de la diversification des sources de financement des collectivités. D'une part, au travers du financement participatif, des citoyens, des entreprises locales qui amènent des financements pour vos projets. Et on a développé, nous, une solution de financement, on va dire, plutôt institutionnelle, où là, l'idée, c'est de vous faire accéder ou de vous proposer d'accéder à des financements de différents partenaires institutionnels et plutôt issus du monde mutualiste et de l'assureur pour financer vos budgets d'investissement, soit aux côtés des citoyens ou seuls en proposant effectivement des offres de prêt qui ont en tout cas vocation à être plus compétitives que ce qui peut être proposé aujourd'hui par les acteurs bancaires. Et d'ailleurs, sur le projet de Cœur PIO, hein, juste au-dessus, et ben justement, on avait une partie des financements sur les 300 000 qui ont été obtenus par des citoyens, une partie par des entreprises locales, et nous, on a pu apporter un partenaire mutualiste qui a mis une partie également des fonds. Donc cette solution-là, elle s'inscrit plutôt dans le cadre des consultations classiques bancaires des collectivités, où effectivement vous sollicitez un emprunt et on peut apporter ce type de financement qui est aussi simple qu'un prêt bancaire à mettre en place et qui rentre dans les délégations de compétences du maire ou du président sans autre formalité. Donc voilà une petite précision sur ces partenaires qui peuvent également aussi vous accompagner sur la communication. Voilà, d'avoir une mutuelle qui promeut vos actions de financement participatif et qui y contribue, ça peut être un grand plus dans la stratégie et dans les montants collectés. Merci beaucoup pour ce temps. Merci. Je prends la suite peut-être parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps sur le timing. Florence, si ça te Oui, va. très Donc, bien. Et puis on prendra les questions, s'il y en a, on prendra les questions à la fin.
Ouais, OK, on fait comme ça. Donc, moi, j'avais envie de vous expliquer, enfin, en tout cas, de vous montrer, d'illustrer une autre manière aussi, d'inclure la finance participative dans les politiques publiques. Vous l'avez compris, là, si on résume un peu ce qui s'est dit, ce matin, on est certes sur, un premier pas vers un financement complémentaire. Il y a un besoin de financement à un moment donné pour faire appel à la finance participative, mais pas que. On est bien sur un outil, qui va permettre d'inclure le citoyen dans sa démarche, de financement. Donc on l'a dit, hein, ça va venir fédérer les habitants, on va pouvoir leur proposer de participer à la vie locale, peut-être de redécouvrir leur territoire, d'une autre façon, de se rendre visible, dans nos différentes, politiques, publiques. Et donc ça, forcément, à un moment donné, ça va renforcer le lien de confiance entre, les élus, du territoire et les citoyens. C'est vrai qu'il y a toujours il y a toujours une méconnaissance de ce que de ce que font les territoires, que ce soit je parle en général, hein, EPCI, département, région, enfin, il y a pas toujours une bonne vision, des actions faites et donc c'est un moyen de rendre visibles aussi ces choses-là en les incluant dans ces démarches. Bien sûr, j'aime bien préciser ce point-là parce que si une collectivité s'empare vraiment du sujet et communique, sur ses campagnes de financement participatif et ce qu'elle met en place, heu, on a aussi cet axe de modernité, c'est-à-dire qu'on est sur, une logique, la finance participative, alors elle s'est beaucoup développée ces 15 dernières années, mais il y a encore, de la méconnaissance et des gens qui ne connaissent pas. On est sur un outil totalement digitalisé aussi, donc ça apporte aussi une clé un peu moderne, on va dire, auprès des citoyens. Et puis ce qu'il faut aussi, vraiment prendre en considération, c'est que à l'échelle d'une collectivité, quelle qu'elle soit, il y a une force de frappe, incroyable. C'est-à-dire que l'effet catalyseur, pour impulser la démarche, la rendre visible, communiquer auprès, des citoyens, des élus, des techniciens et cetera, ça c'est quelque chose que ces acteurs savent faire, parce qu'ils ont des moyens en fait, importants en ce sens. Donc il faut vraiment voir, la finance participative comme un outil au service du territoire aussi et avec, un enjeu en tout cas, derrière, il y a vraiment une impulsion forte qui peut être donnée par la collectivité. Donc voilà, ça c'était juste pour redire, ces éléments-là et je voulais nous présenter donc nous on est J'adopte un projet, ça fait 12 ans qu'on travaille, sur la finance participative territorialisée puisqu'on est sur une échelle, région Nouvelle-Aquitaine, uniquement. On est, une plateforme donc qui fait du financement participatif sous statut associatif et on travaille énormément, sur, l'ancrage territorial, sur le développement, des territoires. C'est vraiment notre, je dirais notre, particularité. On est sur du don uniquement et on a, essaimé, des plateformes, partenaires, sur d'autres régions. Donc on retrouve des homologues, en Alsace, dans le Pas-de-Calais, en région Centre-Val de Loire et cetera. Pour vous donner un ordre d'idée de notre activité, en 2025, on a financé 92 projets. C'est 80 de ces projets qui proviennent de l'économie sociale et solidaire. Voilà, avec un taux de réussite de 91. On est une toute petite équipe, hein, on est une structure de 4 TP, voilà, qui gère, l'ensemble de la région et au-delà, les partenariats qu'on a, noués, hors région. Dernier petit point, que je veux vous présenter ce matin. Alors, c'est pas, on n'est pas dans la logique de financer un projet en interne, comme on l'a vu là, sur les exemples précédents, mais plutôt d'inclure un dispositif de finance participative pour ensuite financer des projets du territoire. Celui que je vous présente, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Il a vocation à financer aujourd'hui uniquement des projets de l'ESS, mais c'est en tout cas un dispositif qui peut très bien être amené à financer d'autres typologies de projets. Ici, la collectivité, le territoire va venir soutenir un projet en abondant auprès du citoyen. Donc par exemple, donc on va lancer en fait l'ingénierie, elle est assez classique, hein. On va lancer un appel en projet, on dit à destination des structures de l'ESS en disant voilà, sur les territoires de Grand Poitiers ou de Limoges Métropole ou à l'échelle régionale parce que ça arrive aussi ou de La Rochelle et cetera.
Présentez vos projets en lien avec, par exemple, l'économie circulaire, l'agriculture, l'alimentation. Si votre projet est sélectionné, tout euro qui sera apporté par un citoyen sera abondé par un euro public et peut-être un euro privé si on arrive à nouer des partenariats privés sur le territoire. Donc là, on est dans un dispositif qui va venir créer un effet multiplicateur intéressant pour le projet en local. Et l'avantage de ce dispositif, c'est qu'en gros, hein, il est clé en main pour la collectivité. La collectivité peut inscrire, un dispositif alors nous, on est sur le développement de l'ESS, mais ça pourrait être en lien avec, la santé, ça pourrait être en lien avec, l'agriculture, le bien manger, les tiers-lieux nourriciers, je sais pas, en fonction des politiques, qui sont portées en interne. Mais elle va, finalement laisser en autogestion ce principe d'abondement à la plateforme, à qui elle confie cette mission. Donc voilà, c'est une autre manière aussi de venir inclure la finance participative, dans ces politiques publiques. Ça permet un effet, multiplicateur intéressant pour les projets. Donc, un projet, i on l'a peut-être pas assez dit et je comprends que sur Collecticity, effectivement, c'est voilà 75 des dons qui viennent des entreprises, mais nous, c'est pas le cas, hein. La majeure partie des dons, ils proviennent des citoyens et du coup, c'est une démarche qui est quand même assez complexe. C'est-à-dire qu'il faut communiquer, il faut monter une stratégie de communication, il faut alerter qu'on lance une campagne. Donc pour des projets qui parfois ont moins de communauté ou peut-être sont créés depuis moins longtemps, cet effet multiplicateur, il est hyper intéressant pour les aider à compléter leur plan de financement pour mettre en place le projet. Donc voilà, j'avais très envie d'illustrer ce webinaire par cette particularité aussi qu'on a en Nouvelle-Aquitaine, qui existe aussi en Centre-Val de Loire, qui existe chez mes partenaires en Alsace et en Lorraine, alors pas encore en Pas-de-Calais, mais voilà, ça pourrait être développé. Et pour vous donner un repère sur l'échelle de ce qu'on a mobilisé en 3 ans, c'est 1,5 million d'euros pour l'ESS, donc sur ces 3 dernières années, donc ce qui est plutôt favorable. Une participation un peu moins, enfin très, on va dire, très en deçà de ce qu'on aimerait sur les entreprises privées, puisque là, il faut considérer que les entreprises privées, c'est à peu près 10 seulement. Donc voilà, on a aussi à cœur de développer cet axe-là, mais voilà, je le répète, on est une toute petite équipe, donc on n'a pas forcément la ressource en interne pour le faire. Néanmoins, voilà, on a très envie de développer ce principe-là. Voilà, 9h59. J'ai été vite, mais est-ce qu'il y a des questions? Alors, aux côtés en Alsace et Lorraine, porté par ouais, tout à fait. Tout à fait. Nous, on a un partenariat, très privilégié avec, le réseau France Active. Donc toutes les plateformes dont je parle qui sont hors Nouvelle-Aquitaine sont portées par le réseau France Active. Donc c'est Effervescence sur, la région Centre-Val de Loire, c'est Propulsion dans le Pas-de-Calais, aux côtés Lorraine et aux côtés Alsace, sur, l'est de la France. Laurence. Sinon, il y avait une question de Delphine pour laquelle Pascal a répondu en partie. Je ne sais pas si c'est plutôt à Delphine ou à Justine, pardon, sur le cumul des subventions. Est-ce que vous avez lu la question, Delphine? En cas de cumul du mécénat et de subventions, on ne peut pas dépasser les 80%. Elle a l'exemple en fait d'une commune qui a dû rendre de la DETR car elle avait trop de mécénat et qu'elle n'était pas à 20% d'autofinancement. Est-ce que vous avez... Non, moi je vais pas avoir la réponse. Je ne sais pas Mais si peut-être Jean-Baptiste. Ouais. Pascal Mayol semble avoir répondu à la question. À la deuxième question. Ah oui, d'accord, Ah, en partie, attends. Je vais dans les... Ok. Alors, peut-être une précision, effectivement, sur une campagne. euh, il n'est pas possible de collecter davantage que ce que coûte le projet. Et donc, effectivement, nous, quand on accompagne nos collectivités, l'idée, c'est de bien définir et d'avoir une vision sur les subventions qui vont être accordées et par conséquent de définir le montant maximum de dons qui peut être collecté pour que au total, on arrive à 100% du projet ou alors, dans certains cas, et comme le fait également la métropole,
de Bordeaux, c'est de prévoir des compléments au projet qui permettent effectivement de collecter davantage. Mais si ça n'a pas été vu en amont, effectivement, on ne peut pas dépasser le montant qui reste à la charge de la collectivité, c'est-à-dire coût du projet moins les subventions. Très Il y a, clair. il y a eu quelques questions aussi sur les équivalents. J'adopte un projet sur d'autres territoires. Euh, Peut-être, Justine, si tu peux peut-être renoter aux côtés, enfin, le nom des plateformes territoriales, que tout le monde les ait sous les yeux, tant mieux. Occitanie, à ma connaissance, pas de plateforme territoriale. Euh, Après, enfin, la région Occitanie avait noué des partenariats, notamment avec WICID à l'époque, mais ça sort un peu quand même du cadre. Mais il y a des plateformes qui sont nationales, hein. Collecticity accompagne des acteurs collectivités territoriales sur tout le territoire. Vilise aussi est une plateforme de financement participatif dédiée aux collectivités territoriales. Et puis après, vous avez des plateformes aussi des plateformes dédiées aux dons type Ulule qui sont nationales. Donc, s'il n'y a pas de plateforme territoriale sur votre territoire, vous avez quand même d'autres alternatives aussi. Ouais, sachant que ce principe d'appel à projet peut être, par exemple, sur Ulule, cofinancé par des partenaires privés en fonction des secteurs d'activité. Voilà, cette logique d'abondement, nous, on l'a créée avec les partenaires publics, mais elle existe aussi avec les entreprises privées sur d'autres outils de financement participatif. Voilà, Merci je vous remets beaucoup. les. Hop. Alors, Justine vous met les liens vers les plateformes territoriales. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ou deux questions encore pour Justine ou Jean-Baptiste? Et le cas échéant, vous pouvez activer les micros. Oh, Delphine, je vous en prie. Oui, bonjour à tous. Je reviens juste sur le prêt participatif pour savoir les collectivités que vous accompagnez, elles font un mixte entre du prêt classique et du prêt participatif ou elles construisent tout le financement de leur projet avec du participatif? Alors, ça dépend des cas de figure et des montants et du territoire, parce qu'effectivement, les montants possibles d'être collectés dépendent quand même du territoire, du nombre d'habitants, etc. Donc, c'est en fonction des montants. On a certains projets où on a, par le prêt participatif, apporté l'intégralité du besoin de prêt pour la collectivité, et dans certains cas, on mixe entre financement classique avec des banques ou des partenaires mutualistes et assureurs et des citoyens. Donc ça, c'est en fonction du montant souvent qui est recherché et du potentiel du territoire. On est sur du temps long? Non, on est plutôt sur des temps qui sont courts comparativement à la collecte de dons qui met un peu plus de temps. Nous, en moyenne, on est entre 1 et 2 mois de campagne pour collecter les fonds et atteindre les objectifs des collectivités. Là, le dernier qu'on ait fait, effectivement, on a été chercher 100 000 € en 1 mois et demi, 2 mois à peu près. Et je m'excuse, en fait, je me suis mal exprimée. Je voulais savoir si c'était des prêts de longue durée ou des prêts plutôt courts. Alors, on est plutôt sur des temps courts. On va être entre 1 et, on va dire, 7 ans à peu près. L'idée étant de ne pas mobiliser trop longtemps l'épargne des citoyens. Et on met en place aussi assez souvent un remboursement amortissable à annuité constante pour que, par exemple, tous les ans ou tous les semestres, le citoyen ou l'entreprise puisse percevoir une partie du capital et des intérêts, rendre la solution un peu plus liquide. Donc plutôt sur des temps courts et cette solution, par exemple, se prête très bien pour des besoins de FCTVA, par exemple, ou d'attente de reversement de subventions. Au lieu de faire un prêt D'accord. relais, on est dessus. Ou alors,
au vu aujourd'hui des taux qui sont assez élevés, des taux bancaires et des taux plutôt bas qu'on peut obtenir en prêt participatif, bah, on peut se permettre, ou les collectivités peuvent se permettre d'emprunter une partie du besoin sur du plus court terme. Mais là, encore une fois, la collectivité, la plateforme est aux côtés de la collectivité pour justement définir ce plan de financement, peut-être en rapport avec votre comptable public, pour que ça soit intéressant pour vous sur le point de vue financier. Et merci. Je ne vois pas d'autres questions, donc et on a un peu dépassé le temps imparti, donc je vous remercie à tous de vous être connectés pour ce webinaire ce matin. Un grand merci Jean-Baptiste et Justine pour vos interventions et puis ben, n'hésitez pas à revenir vers eux si vous voulez poursuivre les échanges, voilà, ou avoir plus de détails. Merci à tous et puis très très bonne journée.